Dans ce deuxième webinaire de l'Institut interdisciplinaire Santé des femmes qui porte aujourd'hui sur la préclampsie, enjeux et impact sur la santé des femmes. Donc, pour vous préciser, l'organisation de ce webinaire se compose en deux sessions. Il y a une session de présentation et une session de questions-réponses. La session de présentation est enregistrée et elle sera mise en ligne sur un site dédié qu'on va partager prochainement. Pour la session de questions-réponses, vous avez deux possibilités. Donc, soit vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, que je peux transmettre aux intervenants. Vous pouvez lever la main et dans ce cas-là, poser vos questions directement. Donc, juste pour vous préciser, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Zoom, vous cliquez sur réagir en bas de l'écran et puis levez la main et on vous donnera la parole dans l'ordre d'apparition des mains levées. Donc, ce webinaire est organisé conjointement par Nafissa Mahmoud, chargée de médiation scientifique au sein de l'Institut, Morgane Lebeulz, doctorante au laboratoire de développement des gonades de l'Institut Seva Jacob, et moi-même, Wenlan Yuan, chercheuse épidémiologiste au Centre de recherche en épidémiologie et biostatistique. Donc, on va tout de suite démarrer la session de présentation par la présentation de Catherine Dentaro et Vasilis Tassaris, tous les deux co-directeurs de l'Institut interdisciplinaire Santé des femmes. Donc, avec une première présentation sur la prééclampsie, une illustration du concept de double fenêtre de la grossesse. Donc, Catherine est médecin épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM dans l'équipe OPAL, Obstetric, Perinatal and Pediatric Lifelong Epidemiology du CRES. Ses travaux portent sur la morbidité maternelle, les déterminants individuels liés au système de soins et ses liens avec la santé ultérieure des femmes. J'anticipe pour Vassilis, parce que vous avez des présentations un peu courtes pour pas casser le rythme. Donc, Vassilis va présenter sur la prééclampsie, un marqueur de dysfonction d'organes, les PUPH de gynécologie obstétrique à la maternité Port-Royal, dirige la FHU Préma, coordonne le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ainsi que le centre expert des maladies maternelles de l'hôpital Cochin. Son activité de recherche se concentre autour des pathologies vasculaires de la grossesse, en particulier les biomarqueurs et les nouvelles approches thérapeutiques de la prééclampsie. Donc, tout de suite, je vous laisse la parole. Catherine. Merci beaucoup, Enline, pour cette introduction. Donc, moi, je vais faire une présentation très courte juste pour vous expliquer comment on pense que la recherche qui est faite autour de la préclampsie dans ce périmètre de l'Institut interdisciplinaire santé des femmes du PC illustre un peu ce qu'on voudrait promouvoir comme vision de la santé maternelle autour de la double fenêtre de la grossesse. Donc, ça fait un petit peu pompeux comme titre, mais je vais essayer de dire ça très simplement. Alors, attendez, ça marche. Donc, tout d'abord, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cet institut, qui sommes-nous? Donc, c'est un institut qui a été créé il y a maintenant à peu près 2 ans, afin de regrouper dans le périmètre de l'Université Paris-Cité les équipes de recherche et de soins qui travaillent de façon exclusive ou en partie sur la santé des femmes. Donc, cet institut, il s'appelle en français Institut interdisciplinaire santé des femmes, mais on l'appelle IWISH à cause de l'acronyme en anglais que vous voyez ici, ce qui explique parfois le double terme utilisé. Donc actuellement, ça représente 24 équipes de recherche et 22 équipes de soins que vous voyez décrites ici, donc en orange les équipes de recherche. Donc vous voyez qu'elles sont variées en termes d'appartenance disciplinaire. Donc il y a des équipes de la faculté de santé, mais aussi des équipes de la fac de sciences et de la fac de sciences humaines et sociales. Et c'est vraiment notre volonté d'élargir et pour avoir une interdisciplinarité qui puisse se faire fructifier une bonne recherche. Les équipes cliniques, elles se répartissent sur 5 sites et sont très variées dans les thèmes qu'elles traitent. Et puis, il y a également des partenaires qui sont les associations de patients et des partenaires à l'étranger avec des collaborations avec l'Université de Singapour et un institut de recherche au Bénin. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans cet institut et quel type d'approche on souhaite promouvoir pour la santé des femmes? Alors que je l'ai déjà dit, on souhaite promouvoir en premier lieu une interdisciplinarité, qu'elle concerne les soins ou la recherche. Et c'est pas si facile en fait de promouvoir ça au-delà de l'affichage. Et donc c'est vraiment une volonté très forte de notre part. Et l'autre aspect, c'est qu'on souhaite réfléchir à la santé des femmes
un petit peu en deux volets, c'est-à-dire il y a d'une part des aspects de la santé des femmes qui sont typiquement féminins et qui ne concernent que les femmes, la santé maternelle par exemple autour de la grossesse, les cancers gynécologiques ou encore la santé sexuelle. Mais il y a aussi tout un volet de la santé des femmes qui est moins investi jusqu'à maintenant, qui concerne les comportements de santé et les maladies qui touchent à la fois les femmes et les hommes, mais pour lesquels il y a des spécificités féminines, que ces spécificités est un substratum biologique avec des spécificités génétiques, hormonales, métaboliques des femmes qui font que les maladies surviennent, se manifestent différemment chez les femmes, mais aussi des spécificités qui relèvent du genre, qui font que la perception des symptômes par les femmes elles-mêmes, mais aussi par leur environnement et par le système de soins et leur prise en charge et leur parcours de soins, peuvent avoir une spécificité chez les femmes entendues dans leur statut social de genre. Donc le genre est vraiment une dimension qui est transversale à nos travaux. Et puis enfin, une troisième composante, c'est qu'on souhaite s'adresser à la santé de toutes les femmes, c'est-à-dire pouvoir aussi développer des collaborations de soins et de recherche dans les pays les moins riches et puis s'adresser dans le contexte de nos pays riches aux femmes socialement vulnérables qui, on le sait, présentent des spécificités en termes de santé défavorables. Donc ce programme de l'Institut est réparti en 5 axes thématiques qui ont été les axes choisis au départ, mais qui peuvent être amenés à évoluer, qui à la fois représentent là où il y a déjà des forces, mais aussi les thèmes qu'on souhaitait promouvoir, même si pour l'instant les forces sont encore à étoffer. Donc très classique, hein, la santé sexuelle et reproductive, avec incluant là également des aspects d'accès à l'IVG, de violences faites aux femmes, donc qui sont un peu plus dans des résonances actuelles. La santé gynécologique, avec ici les questions de fertilité, d'endométriose, mais aussi de cancer gynécologique. La santé maternelle, et j'y reviendrai puisque la prééclampsie rentre et bien évidemment dans cet axe. La santé mentale des femmes à tous les âges de la vie. Et puis les maladies chroniques, entendues ici comme la volonté de développer les travaux autour des spécificités des femmes dans ces maladies chroniques. Nous avons également souhaité mettre en avant 2 axes transversaux, donc qui traversent ces axes thématiques. Le premier s'intitule Vivre et vieillir en bonne santé et concerne en fait les comportements de santé comme l'alimentation, l'activité physique et la façon dont ces comportements influencent la santé des femmes dans ces différentes thématiques telles que listées au-dessus et les spécificités des femmes autour de ces comportements. Et le deuxième axe concerne l'environnement, qu'il soit entendu ici dans l'environnement physico-chimique, donc la pollution, mais également le climat par exemple, et également l'environnement social et l'interaction entre ces 2 dimensions. Alors la santé maternelle qui nous intéresse aujourd'hui est évidemment un thème qui est déjà fortement investi, que ce soit dans les soins ou la recherche dans le périmètre UPC. Mais justement, nous souhaitons promouvoir un aspect peut-être un peu renouvelé. Alors, c'est un peu peut-être pompeux de le dire comme ça, mais en tout cas, une approche un petit peu nouvelle de la santé maternelle qui longtemps, et c'est le champ dans lequel je travaille, donc je vois très bien de quoi je parle, a consisté vraiment à étudier la santé de la femme dans cette période de la grossesse spécifiquement. Donc, comment surviennent des complications pendant la grossesse ou la période qui suit cette grossesse, mais de façon à court terme. Donc, s'intéresser vraiment, et c'est très important de continuer à le faire, aux événements pathologiques de cette période. Mais petit à petit, cette santé maternelle est de plus en plus perçue comme une période dans la vie des femmes dans son entièreté. Donc, depuis un moment maintenant, on s'intéresse à la santé préconceptionnelle et à la façon dont cette santé influence la santé maternelle. Mais de plus en plus, et c'est beaucoup plus récent, on s'intéresse également à la façon dont les événements de la grossesse vont influencer la santé des femmes à long terme, voire bien au-delà de la période de reproduction, dans le grand âge. Et la prééclampsie en est une très bonne illustration, on le reverra. Alors, cette fenêtre dans la vie des femmes, qui est la grossesse, elle peut être conçue comme une double fenêtre. Et on entend par là le fait que, bien sûr, c'est une période de vulnérabilité et la femme, dans cette période, va être exposée à des pathologies qui peuvent compliquer sa grossesse. La prééclampsie en est une. Il y en a bien sûr d'autres, les hémorragies, toutes les complications au moment de l'accouchement, la décompensation de pathologies préexistantes. Mais, et c'est ce concept de double fenêtre, c'est également une fenêtre d'opportunité
parce que la grossesse est un moment où à la fois les femmes, et notamment les plus éloignées du système de soins, viennent en contact du système de soins, notamment dans les pays comme le nôtre, où la grossesse fait l'objet d'un accompagnement médical et social important. Et c'est également une période où les femmes sont plus enclines à modifier leur comportement, surtout pas tellement pour elles, mais parce qu'elles pensent qu'elles vont faire du bien à leur bébé. Donc c'est vraiment une fenêtre d'opportunité pour faire du dépistage et pour faire de la prévention, qu'elle soit primaire ou secondaire. Et c'est ce concept de double fenêtre qu'on souhaitait mettre en avant, puisqu'on pense que cette fenêtre de la grossesse, dans ces deux dimensions, va avoir une influence sur la vie future. Bien sûr, en termes de les événements pathologiques survenant dans cette période vont influencer la santé à long terme. On le reverra avec les prééclampsies dans les présentations suivantes, mais aussi en termes de fenêtre d'opportunité. Tout ce qui pourrait être mis en place pendant cette période aura bien sûr un retentissement sur le reste de la vie des femmes. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite pouvoir mettre en avant et ce qui va pouvoir être illustré par la prééclampsie. Alors, et je terminerai avec cette diapo et la suivante. Donc, la prééclampsie illustre pour nous très bien ce concept, puisqu'il s'agit bien sûr d'un événement de santé maternelle, ça ne survient pas en dehors de la grossesse, mais ça concerne aussi la santé des femmes avant la grossesse, puisque dans les hypothèses physiopathologiques, il y a bien sûr des choses qui concernent la grossesse avant et au-delà, et on le reverra, puisque de plus en plus, on sait que les femmes qui ont une prééclampsie sont beaucoup plus à risque de toute une liste de pathologies, en particulier la santé cardiovasculaire. Et donc, dans ce contexte, la grossesse représente bien sûr une fenêtre de vulnérabilité pour les femmes prééclamptiques, mais aussi une fenêtre d'opportunité, puisque peuvent être mises en place, même si pour l'instant le périmètre vraiment de ces interventions reste à définir, peut-être et probablement des interventions qui vont limiter l'influence, limiter les effets adverses de la prééclampsie sur leur santé future, ou en tout cas prévenir ces complications. Donc, je terminerai avec ce schéma que je ne vais pas détailler ici, que je trouve très bien, qui a été publié dans un article de synthèse sur la prééclampsie dans la revue Pipi l'année dernière et qui synthétise un petit peu toutes ces hypothèses autour de comment la prééclampsie s'inscrit dans la santé vie entière, ici cardiovasculaire des femmes. Et donc, les hypothèses mécanistiques relèvent à la fois de tout ce qui est préexistant, et donc un terrain commun qui influencerait bien sûr la survenue de la prééclampsie, on va le revoir dans l'exposé de Vassili, mais aussi la santé cardiovasculaire, donc une hypothèse qui serait, il y a des facteurs de risque classiques communs. Une hypothèse qui est autour de la grossesse, qui serait un stress test sur un terrain prédisposé, et que donc, en fait, la survenue de la prééclampsie, dont je ne vais pas détailler ici la physiopathologie, ce sera fait après, viendrait révéler un terrain qui lui-même est plus à risque de complications cardiovasculaires. Et puis, et bien sûr, tout ça sont des hypothèses qui peuvent s'ajouter, elles ne sont pas du tout exclusives. L'effet même de la prééclampsie à la fois sur un effet vasculaire, mais aussi des effets métaboliques, viendrait ajouter un risque cardiovasculaire et contribuer à l'accumulation des facteurs de risque cardiovasculaire, hyperlipidémie, HTA chronique et à la santé cardiovasculaire. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Je te passe la parole, Vassili. Merci Catherine. Je vais vous présenter les nouvelles approches conceptuelles concernant la prééclampsie pour vous montrer de façon assez synthétique comment ont évolué les concepts au cours de ces 50 dernières années pour passer d'une approche où on pensait que la prééclampsie était une maladie d'origine placentaire, purement placentaire, on a évolué pas mal sur l'implication du terrain maternel dans le développement de cette maladie. Donc historiquement, ce schéma physiopathologique décrivait les connaissances et encore est présenté très largement encore actuellement sur une pathologie qui se développe en 3 temps avec une anomalie de développement très précoce du placenta au premier trimestre et au début du deuxième trimestre de la grossesse, où on va avoir un défaut de remodelage vasculaire au niveau de l'interface utéroplacentaire qui va être lié à différents mécanismes dans lesquels je ne vais pas rentrer du fait du temps imparti aujourd'hui. Mais ce défaut de remodelage vasculaire précoce, qui survient normalement au cours d'une grossesse normale, va aboutir progressivement à une dysfonction placentaire du fait d'une hypoperfusion placentaire. Et cette dysfonction placentaire, vous voyez, qui survient plus tardivement, entre 20 et 40 semaines d'aménorrhée, est responsable d'un retentissement sur le versant maternel et sur le versant fœtal. Au niveau fœtal,
il y a une diminution des échanges entre la circulation maternelle et la circulation fœtale qui vont être responsables d'un retard de croissance et qui peuvent aboutir jusqu'au décès unitéro. Et dans le versant fœtal, maternel, cette dysfonction placentaire est responsable du relargage dans la circulation maternelle d'un certain nombre de facteurs qui ont été très largement décrits depuis maintenant une vingtaine d'années, qui sont multiples et qui vont être responsables d'une dysfonction endothéliale qui caractérise la prééclampsie. Et donc ce schéma qui est décrit maintenant depuis une cinquantaine d'années, en fait, n'explique qu'une faible partie des prééclampsies, ce qu'on appelle les prééclampsies précoces, qui surviennent plus volontiers avant 32 semaines d'aménorrhée, avec un retentissement fœtal, mais n'explique pas en fait toutes les formes de prééclampsie. On sait maintenant que la prééclampsie est une pathologie beaucoup plus multifactorielle, avec au cœur de la pathologie toujours une dysfonction placentaire. Mais cette dysfonction placentaire a différentes origines. Ça peut être le défaut de remodelage vasculaire du premier trimestre, mais ça peut être également des pathologies maternelles, notamment des troubles de l'oxygénation maternelle, soit une maladie respiratoire, soit le syndrome d'apnée du sommeil, qui crée des phénomènes d'hypoxie-réoxygénation et qui induit de la dysfonction placentaire. Il peut y avoir de la sénescence placentaire, et c'est ce qui a été très bien montré maintenant sur les prééclampsies qui surviennent tardivement après 37 semaines d'aménorrhée, notamment les prééclampsies de toute fin de grossesse à 40-41 semaines d'aménorrhée. Mais c'est également le cas dans les grossesses multiples où lorsqu'on a par exemple deux placentas dans une grossesse gémellaire, le débit sanguin qui va perfuser ces placentas maternelles, le débit sanguin maternel n'est pas multiplié par deux. Et donc progressivement, il y a une hypoperfusion placentaire relative qui se met en place et qui aboutit à une dysfonction placentaire. Et puis on a des situations où le placenta s'est bien développé au premier, deuxième trimestre de la grossesse, mais il va y avoir des phénomènes d'activation de la coagulation à un moment donné pendant la grossesse qui vont aboutir à des phénomènes de thrombie ou des phénomènes inflammatoires dans le placenta qui vont induire la dysfonction placentaire. Et puis il y a des infections comme le CMV, le Covid, qui donnent des atteintes placentaires et qui vont du coup aboutir à une dysfonction placentaire avec le relargage dans la circulation maternelle d'un certain nombre de facteurs qui, cette fois-ci, vont être responsables d'une dysfonction d'organes. Et on a beaucoup évolué sur cette approche conceptuelle. On considère que la prééclampsie est une maladie d'organes qui va toucher le système cardiovasculaire, la dysfonction cardiaque qui est maintenant bien décrite, l'atteinte hépatique dans le cadre du HELLP syndrome, l'atteinte rénale qui peut aller au-delà de l'atteinte glomérulaire classique, mais qui peut être une atteinte tubulaire plus globale. Et puis l'atteinte neurologique qu'on voit dans l'éclampsie et l'atteinte plus générale qu'on peut avoir au niveau respiratoire avec une atteinte pulmonaire. Et donc cette atteinte d'organes, elle va, comme je vais vous le montrer, avoir potentiellement un impact sur le long terme. Et donc on voit ici la prééclampsie comme un facteur causal d'atteinte d'organes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on a aussi évolué sur le fait que il y a chez les femmes qui développent une prééclampsie une prédisposition à une susceptibilité au développement de cette atteinte d'organes, puisqu'en fait la dysfonction placentaire, un même niveau de dysfonction placentaire peut aboutir à un retard de croissance et à une mort fœtale in utero chez certaines femmes sans prééclampsie, alors que chez d'autres femmes, il y aura le versant maternel qui va apparaître. Donc on est maintenant convaincu qu'il y a une prédisposition maternelle au développement de ces complications. Et donc, voilà, donc il y a des théories qui montrent que la prééclampsie est une pathologie multifactorielle, multisystème, qui va toucher différents organes et qui vont avoir un impact au cours de la grossesse. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette approche théorique du fait que au cours d'une grossesse normale, c'est la courbe en pointillé, vont survenir des événements, notamment des événements cardiovasculaires chez des femmes avec du coup une modification de la pression artérielle, mais qui va passer de façon inaperçue. Et au cours de la grossesse normale, ces variations de tension, de pression vont évoluer au cours du temps. Donc on a la période de la vie d'une femme avec la grossesse, puis à distance de la grossesse avec l'âge adulte, et puis plus tard au moment du vieillissement. Et donc on voit que les femmes vont développer des maladies cardiovasculaires en vieillissant, et que dans certaines situations, lorsqu'on a un événement au cours de la grossesse qui va dépasser un certain seuil, c'est très schématique, et ben, ces événements vont être des marqueurs
pour la survenue d'une pathologie cardiovasculaire, notamment, plus précoce chez certaines femmes. Et donc, ce marqueur-là est l'apparition, par exemple, d'une prééclampsie pendant une grossesse ou une deuxième grossesse, qu'il faut prendre en compte, comme le disait Catherine, comme un facteur de prédisposition et qui va permettre de mettre en place des actions de prévention sur ces pathologies qui vont survenir plus tard. Et donc, il y a tout ce concept, en fait, de dysfonction d'organes qui survient pendant la grossesse et qui va persister. C'est le cas pour les complications, les pathologies hypertensives de la grossesse, et on va vous le montrer sur les topopros qui vont suivre, où on va voir apparaître à distance de la grossesse des complications à type de pathologie hypertensive, de pathologies neurologiques, AVC, maladies neurodégénératives, de l'insuffisance cardiaque ou des maladies rénales qui vont survenir à distance des grossesses et qui soulignent en fait le terrain sous-jacent de la prédisposition de certaines femmes à des complications pendant la grossesse. Voilà, l'objectif c'est de ne pas rentrer trop dans les détails, mais Hélène Collineau va vous montrer maintenant comment les modèles animaux qu'on utilise actuellement permettent d'étayer ces hypothèses. Merci Catherine, merci Vassili. Donc, je présente rapidement Hélène. Donc, Hélène Cohenot est obstétricienne à la maternité Bicêtre et docteur en sciences de l'Institut Cochin de Paris. Ses travaux de recherche donc, portent sur la prééclampsie, en particulier sur ses effets à long terme, l'impact de l'environnement et ses liens avec la prématurité. Et comme le disait Vassili, elle utilise des liens, des modèles expérimentaux pour étudier les mécanismes physiopathologiques et les complications tardives, avec comme objectif d'identifier les stratégies de prévention et des marqueurs pronostiques. Donc, Hélène, je te laisse la parole. Merci. Alors, je vais partager également. C'est bon. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et merci de m'avoir invitée. Je vais effectivement parler des modèles expérimentaux pour analyser les complications à long terme de la prééclampsie, qui est un de mes sujets qui a fait partie de ma thèse tout récemment. Alors, je vais pas revenir sur la présentation de la prééclampsie puisque on l'a déjà vu dans les topos précédents. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour le moment, le seul traitement curatif, ça reste l'extraction fœto-placentaire et il y a un seul traitement préventif dont je parlerai à la fin, qui est les antiagrégants plaquettaires, qui sont l'aspirine. Je ne vais pas du tout revenir sur la physiopathologie de la prééclampsie. En revanche, ce qui est intéressant pour mon topo, c'est de dire que quand même, c'est une pathologie qui est quasi exclusivement humaine, euh, à l'exception de quelques primates non humains, mais sinon, effectivement, c'est une pathologie humaine. Alors, on a vu qu'il y avait différentes complications en cours de grossesse, qui sont des complications de type cardiovasculaire, neurologique, des complications hématologiques et pathologiques, et également des complications fétales. Ce qui nous intéressait, nous, particulièrement, c'est là les complications à long terme, qui sont, si on peut les classer, de trois grands ordres, que sont les complications neurologiques, cardiovasculaires et rénale. Il faut comprendre que bah, ces complications, elles sont quand même impliquées et intriquées les unes entre elles. Alors, si on regarde les chiffres, alors je les détaille pas parce que je sais que le prochain topo en parlera peut-être plus précisément. Mais on a quand même des risques qui sont très franchement augmentés à distance d'une prééclampsie, et ce, alors même que l'hypertension, elle peut être déjà plus parlante. Et donc, on a des risques neurologiques de l'ordre de l'épilepsie qui peut être augmenté x2, des démences vasculaires x3, des risques d'AVC x2. Concernant les risques rénaux, on a quand même une diminution de la fonction rénale et une non-disparition de la protéinurie qui existe en fait avec un risque x3. Et on est beaucoup plus à risque également de cardiopathie ischémique et d'insuffisance cardiaque. Alors tout ça pour introduire le fait que bah, effectivement on a quand même encore besoin des modèles animaux pour comprendre pourquoi est-ce que on a ces risques qui restent augmentés à distance de la prééclampsie. Et l'intérêt du modèle animal, c'est que on peut effectivement jouer sur les facteurs de risque de prééclampsie et les potentielles étiologies de prééclampsie. Alors il y a plusieurs types de modèles, je vais vous en présenter trois en particulier.
Mais il faut savoir que les modèles animaux, ils peuvent comporter des modèles dits chirurgicaux. Ça peut être des modèles génétiques, c'est-à-dire qu'on va modifier le fond génétique, une part du génome de la souris sur un fond génétique qui est pour le coup contrôlé dans les lignées de souris. L'intérêt du modèle souris et du modèle rat, c'est que c'est un placenta qui est dit hémocorial et c'est un placenta qui ressemble au placenta humain. Et puis, on va pouvoir faire effectivement des analyses phénotypiques, regarder la tension, les protéinuries, les différents facteurs anti-angiogéniques ou pro-angiogéniques. On va pouvoir faire de l'imagerie et on va pouvoir regarder également l'expression des gènes. Ces modèles nous permettent aussi de faire des études longitudinales. On va pouvoir suivre toute la gestation. Et puis, on va également pouvoir regarder à long terme. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce que je vais vous présenter. L'intérêt des tests thérapeutiques, ça viendra probablement dans un second temps. Pour l'instant, en termes de complications, ce n'est pas encore réalisé. Alors, le premier modèle que je voulais vous présenter, c'est un peu le modèle historique et c'est un peu le modèle dit de référence. Ça s'appelle le modèle RUP. C'est un modèle qui utilise le rat et qui va en fait faire une ligature des artères utérines, alors souvent unilatérale, et il y a également une ligature des artères ovariennes des deux côtés parce qu'on sait que la vascularisation de l'utérus chez le modèle murin est une vascularisation double. Il y a le tiers supérieur qui est vascularisé par les artères ovariennes. Donc ça, cette ligature des artères utérines, enfin de l'artère utérine d'un côté, elle permet une diminution de 40% de la perfusion. Et ce qu'on observe, c'est qu'en cours de gestation, ces souris vont développer une hypertension, une protéinurie, alors ça c'est un constant selon les études, un retard de croissance et qu'il va également y avoir des complications au niveau rénal puisqu'il va y avoir une diminution du débit de filtration glomérulaire, on va avoir une augmentation des facteurs anti-angiogéniques et une diminution des facteurs pro-angiogéniques. Et quand on étudie à 8 semaines après la gestation, on a également une dysfonction cardiaque avec une diminution de la fraction d'éjection ventriculaire, une dysfonction rénale avec un débit de filtration glomérulaire qui est toujours diminué, alors même que la tension est revenue à la normale et qu'il n'y a pas d'anomalie histologique cardiaque ou rénale. Donc ça, c'est pour le modèle historique. Un autre modèle que je voulais vous présenter, qui est intéressant, c'est un modèle la transgénique qui utilise donc la souris et on va en fait faire surexprimer l'angiotensinogène humain chez la femelle et on va la coupler avec des mâles qui vont surexprimer la rénine. Ce modèle, en fait, va donc provoquer en cours de gestation une hypertension et une protéinurie. Et chez ces souris, on a vu qu'effectivement, à 28 jours après la mise bas, il y a des désordres cardiaques de type hypertrophie cardiaque. Donc ça a été vu en échographie et en histologie et de la fibrose cardiaque. Alors, le troisième modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle qu'on utilise au laboratoire, qu'on étudie à peu près depuis 2013, qui a été développé grâce à une collaboration avec l'INRA. C'est le modèle qui s'appelle STOX 1. Alors, il y a STOX 1A et STOX 1B. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est essentiellement STOX 1A. STOX 1A, on l'obtient en fait en utilisant des mâles qui vont surexprimer, donc qui ont été modifiés génétiquement pour surexprimer la protéine humaine STOX 1A qui va, en fait, ces mâles-là vont être accouplés à des souris qui sont femelles et qui sont complètement sauvages. Et l'accouplement va permettre l'expression du transgène STOX1A uniquement au niveau de l'unité fœtoplacentaire. Donc, les désordres qu'on va pouvoir observer chez la souris femelle sont dus seulement à l'expression au niveau de l'unité fœtoplacentaire. Ce modèle donc, a été étudié depuis 2013 au laboratoire et on a retrouvé effectivement en cours de gestation une hypertension artérielle, une protéinurie, un retard de croissance. Et quand on regarde à 8 mois après la mise bas, on a retrouvé également une hypertrophie ventriculaire gauche, une fibrose cardiaque et au niveau de l'expression génique de ces myocardes, on a également retrouvé des gènes qui étaient dérégulés, donc c'est des gènes qui étaient impliqués dans l'inflammation et le stress cellulaire. Donc on s'est intéressé à l'effet à long terme sur le cerveau, ça n'avait jamais été étudié. Et on s'est dit qu'effectivement, chez ces souris donc, qui
des patterns de la prééclampsie, est-ce qu'on peut regarder s'il y avait des désordres au niveau cérébral? Donc, on a refait des accouplements. On a bien sûr vérifié qu'elle faisait de l'hypertension et de la protéinurie. Et puis, on a sacrifié à 6 mois après la mise bas et on a prélevé les cerveaux. On a utilisé une technique innovante à l'Institut Cochin, qui est la technique de la transcriptomique spatiale. Ça permet d'analyser l'expression génique tout en conservant l'information spatiale. Donc, je vais vous montrer en pratique à quoi ça correspond. Donc, on a là, ici, un tissu qui est un tissu cérébral. Et donc, ça, c'est une coupe histologique, là, la coupe A du tissu cérébral. Alors là, c'est centré sur l'hippocampe et on voit une partie du cortex. Et on va ensuite chercher par des analyses bioinformatiques à regrouper des zones d'intérêt et surtout en fait des zones d'expression génique. Donc là, c'est vraiment on va aller regarder l'expression des ARN au niveau des différents spots. Et on va les regrouper en zones où l'expression génique va être cohérente. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir identifier des zones qui sont des zones qui ont un intérêt histologique. Et notamment, l'hippocampe, on voit ici le gyrus denté, donc GD c'est pour gyrus denté, le CA3, le CA1 qui sont des zones d'hippocampe et différentes zones du cortex. Donc, la partie là que je vous ai montrée, qui est une partie de clustering, c'est une partie particulièrement importante et particulièrement délicate. Et on a passé quand même un temps assez conséquent sur cette partie-là, puisque de cette analyse-là, de ces analyses de cluster, va découler l'analyse des gènes différentiellement exprimés. Et donc, ça, à quoi ça correspond exactement? C'est qu'au sein de ces zones, au sein de ces différents spots d'intérêt, on va pouvoir définir s'il y a des gènes qui, dans la pathologie prééclamptique, sont surexprimés ou alors sont sous-exprimés, donc soit sont réprimés ou soit induits. Et je ne vous montre pas en détail puisqu'il y a énormément de gènes qui ont été analysés, mais quand on regroupe en termes de gene ontologie, donc c'est des bibliothèques qui vont regrouper les gènes induits et les gènes réprimés, on a des gènes qui sont modifiés dans des zones particulièrement intéressantes du cerveau que sont le cortex et l'hippocampe, et des gènes qui sont impliqués dans le stress oxydatif et l'hyperexcitabilité neuronale. Or ça, on sait que c'est impliqué dans les pathologies neurodégénératives et dans l'épilepsie. Et si on regarde de façon un petit peu plus précise, par exemple, on regarde que dans une certaine zone du cortex, il y a une série de gènes qui est réprimée. C'est des gènes qui sont impliqués dans la liaison au glycaséminoglycane. Et donc ça, on sait que cette régulation négative de la liaison au GAG est impliquée dans la formation des plaques amyloïdes et dont on sait que c'est impliqué dans la maladie d'Alzheimer. Donc, sur ces analyses, qui restent quand même des analyses préliminaires encore pour nous, on a quand même vu qu'il y a une dérégulation significative des gènes associés aux maladies neurodégénératives et à l'epileptogénèse dans notre modèle STOX1A. Alors, c'est des analyses qui sont encore préliminaires parce qu'on avait 4 échantillons, donc 2 échantillons contrôle versus 2 échantillons prééclamptiques, qu'on a besoin d'avoir une qualité de coupe qui soit un petit peu supérieure. Mais ça nous a permis de développer une méthodologie de clustering qui est maintenant robuste et on est assez confiant sur notre modèle animal. Ah, donc, dans les perspectives, nous avons d'ores et déjà prévu de faire d'autres analyses au sein du laboratoire. On va augmenter notre nombre d'échantillons. On va également pouvoir faire une analyse longitudinale, c'est-à-dire que là, maintenant, on va prélever en fin de gestation, à 3 mois et à 6 mois post-gestation, analyser des protéines donc, dans le sang et tissulaire de façon concomitante en cours de gestation et AM3 et AM6. Ça va nous permettre donc de voir des gènes d'intérêt et des protéines d'intérêt. Et l'idée, c'est de pouvoir, grâce à ces gènes d'intérêt et protéines d'intérêt, d'identifier des voies de physiopathologie et potentiellement identifier des marqueurs diagnostiques et pronostiques des neuropathies liées à la prééclampsie.
Dans un second temps, ce qui serait intéressant, c'est de regarder effectivement s'il y a des pathways impliqués avec l'effet protecteur de l'aspirine et voir l'effet protecteur du sulfate de magnésium. Je vous remercie et je remercie évidemment tout le laboratoire qui me permet de faire toutes ces recherches. Auront lieu après les présentations. Donc, on va passer à la présentation de Grégory Lallier sur les complications maternelles à distance d'un désordre hypertensif de la grossesse, résultat marquant de la cohorte conception. Donc, Grégory est médecin de santé publique à Santé publique France et grâce aux données du système national de données de santé, donc l'équipe de Valérie Ollier a pu concevoir la cohorte conception qui regroupe 4,5 millions de femmes et accouché en France entre 2010 et 2018. Et les travaux menés par son équipe cette cohorte ont permis d'améliorer les connaissances sur le risque neurocardiovasculaire et rénal des femmes ayant eu un désordre hypertensif de la grossesse. Donc, Grégory, je te laisse la parole. Bon, merci beaucoup pour l'invitation et pour la présentation. Merci également à la personne qui a bien voulu hier transposer ma diapositive sur le calque de l'Institut de santé des femmes. Donc, effectivement, je suis médecin de santé publique à Santé publique France. Les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui ont été faits dans le cadre de ma thèse d'épidémiologie que j'ai soutenue il y a maintenant un peu plus d'un an. Et pour l'information, actuellement, je suis en train de construire et d'essayer de mettre en place une intervention pour que les femmes qui ont eu un désordre hypertensif de la grossesse soient mieux informées et mieux prises en charge, et également pour diminuer leur risque cardiovasculaire. Donc, en introduction, je vais passer un peu vite parce que je sais que vous connaissez très bien ces désordres. Ils regroupent trois entités: l'hypertension artérielle chronique présente avant la grossesse, l'hypertension gravidique qui, par définition, est diagnostiquée après 20 semaines d'aménorrhée et en l'absence de protéinurie, et la prééclampsie dont on parle aujourd'hui et que vous connaissez toutes et qui peut avoir de nombreuses complications, les deux les plus redoutables, si l'on peut dire, pour la mère étant l'éclampsie et le HELP syndrome. Donc, il y a plusieurs sources de données en France pour essayer de connaître la prévalence de ces pathologies. Tout d'abord, il y a l'enquête nationale périnatale. La prochaine est en cours d'élaboration. La dernière de 2021 retrouvait que 4,3% des femmes ont développé une hypertension artérielle pendant la grossesse, et parmi celles-là, 2,3% étaient associées à une protéinurie. La prochaine ENP distinguera précisément la prééclampsie. Et donc, dans la cohorte conception que je vais vous présenter juste après, on retrouvait donc sur toutes les femmes ayant accouché entre 2010 et 2018, une prévalence de 7,4% des désordres hypertensifs de la grossesse, qui fait tout de même 60 000 femmes par an. Donc, ce n'est pas du tout des pathologies rares, parmi lesquelles on a 1,7% d'hypertension artérielle chronique présente avant la grossesse, 4,2% d'hypertension gravidique, et la prévalence de la prééclampsie, vous le savez peut-être, est plus importante pendant la première grossesse, avec 3,1% des premières grossesses concernées et 1,2% des grossesses ultérieures. Alors, la prééclampsie, bien sûr, a des conséquences materno-fétales très importantes pendant la grossesse, mais, pardon. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ces pathologies ont également des conséquences tout au long de la vie des femmes, et c'est ce qu'on a essayé de montrer à partir des données du SNDS. Donc, je commence par vous parler de la cohorte conception qui a été créée à partir de 2015 à Santé publique France et dont le but était d'étudier l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires et hypertensives de la femme enceinte et les complications après la grossesse. C'est une cohorte donc, qui utilise les données du Système national des données de santé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la base de données de l'assurance maladie qui regroupe toutes les données relatives aux hospitalisations et notamment les diagnostics codés en hospitalisation, les consommations de soins, donc consultation, achat de médicaments, examens complémentaires, etc., et également les causes de décès. Et donc, pour la constitution de la cohorte, nous avons identifié toutes les femmes affiliées au régime général ayant accouché en France hors Mayotte entre 2010 et 2018, soit plus de 4,5 millions de femmes et 6,3 millions d'accouchements. Et nous les avons suivis, nous avons recueilli les nouvelles grossesses et les événements cardiovasculaires jusqu'à 2021.
Voilà, donc le SNDS dont je vous parlais, qui, comme je vous le disais, regroupe les hospitalisations, les remboursements de prestations de soins et les certificats de décès. Voilà, et une donnée importante, une limite importante, dont je veux vous parler tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de données cliniques dans le SNDS. Il n'y a pas notamment la mesure de la pression artérielle, il n'y a pas d'informations sur les symptômes, il y a uniquement le codage hospitalier du PMSI. Donc, je vais vous présenter les résultats qui concernaient les pathologies cardiovasculaires et le risque de développer des pathologies cardiovasculaires après un désordre hypertensif. Donc, je vais me concentrer sur l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales et un petit point sur la démence également. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est l'incidence cumulée de l'HTA chronique après l'accouchement. Le suivi en abscisse est en année après l'accouchement, on va jusqu'à 8 ans. Et ce qu'on voit que là, sur la courbe du bas, c'est que chez les femmes qui n'ont pas eu de désordre hypertensif de la grossesse, eh bien, on avait un peu plus de 2% des femmes qui développaient une hypertension en cumulé au bout de 8 ans. Chez les femmes qui ont eu une hypertension gravidique, on était à 15%, et chez les femmes qui ont eu une prééclampsie, là, on avait plus de 20% des femmes au cours du suivi qui avaient développé une hypertension artérielle. Et lorsqu'on regarde dans les modèles le risque relatif ajusté de développer une hypertension artérielle, on voit que les femmes qui ont eu une hypertension gravidique, c'est GH, ont 6 fois plus de risque de développer une hypertension, et c'était 8 fois plus de risque après une prééclampsie. Et lorsque l'on regarde selon la sévérité ou la précocité de la prééclampsie, on s'aperçoit, ou le fait qu'elle soit surimposée à une hypertension artérielle chronique, on voit que le risque de développer une HTA est encore plus élevé. Voilà, alors je vous montre à présent les mêmes résultats sur le diabète, et on avait stratifié l'analyse selon que les femmes aient eu ou pas un diabète gestationnel. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est la population des femmes qui n'avaient pas de diabète gestationnel. Vous voyez sur la courbe en gris que lorsque les femmes n'avaient pas non plus de désordre hypertensif de la grossesse, eh bien il y en avait moins de 1% qui, après 11 ans de suivi, on avait allongé le suivi jusqu'à 2021, il est un peu plus important, il y en a environ 1% qui développent un diabète. Et ce pourcentage augmente lorsqu'on a eu une hypertension gravidique, on est à presque 2%, une prééclampsie, on est au-dessus de 2%, et lorsqu'on combine prééclampsie et hypertension artérielle chronique, eh bien on voit qu'au cours du suivi, on a 6% des femmes en cumulé qui ont développé un diabète. Sur le graphique de droite, déjà je vous invite à voir que l'échelle n'est pas du tout la même. On est chez les femmes qui ont eu un diabète gestationnel, donc qui ont un très fort risque de développer un diabète, mais on voit que même dans cette population, on a un gradient prononcé dans le fait de développer un diabète selon le type de désordre hypertensif qu'on a eu avec, alors juste quand on a juste eu un diabète gestationnel, la courbe en gris, on a déjà quasiment 10% des femmes qui développent un diabète après 11 ans de suivi, et on est à 20% après une prééclampsie. Et lorsqu'on combine tout, lorsqu'on combine diabète gestationnel, hypertension et prééclampsie, la courbe du haut, on voit qu'on a quasiment 30% de femmes qui développent un diabète dans cette population. Lorsqu'on regarde les modèles ajustés, ici on est dans la population des femmes sans diabète gestationnel, on voit que après une prééclampsie, les femmes avaient 2 fois plus de risques de développer un diabète. Et lorsque les femmes avaient une prééclampsie associée à une hypertension artérielle, eh bien, elles avaient 4 fois plus de risques. Alors, il y avait un risque plus important, mais de manière non significative, lorsque la prééclampsie était sévère ou précoce. Et en revanche, ce qui était intéressant, c'est de voir que les femmes qui avaient une prééclampsie avec petit poids pour l'âge gestationnel avaient un peu moins de risque que celles avec prééclampsie sans petit poids pour l'âge gestationnel, ce qui peut s'expliquer par le fait que il y a probablement des diabètes non diagnostiqués ou des femmes qui ont déjà des intolérances à l'insuline et qui sont plus à risque de faire des fœtus macrosomes. Et donc, forcément, chez ces femmes, on a moins de risque de développer un diabète.
Alors, je vous montre maintenant les événements cardiovasculaires qu'on a recherchés. Ici, vous avez les taux bruts au cours du suivi d'événements cardiovasculaires, donc d'AVC, ischémique, hémorragique, de syndrome coronarien aigu, d'AOMI, d'insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, maladie rénale chronique. Et on a également regardé les décès et toutes causes ou causes cardiovasculaires. Alors, bien sûr, on est chez des femmes jeunes, donc les taux bruts d'événements sont extrêmement faibles, mais on note tout de même un gradient avec un taux qui est systématiquement plus élevé après une hypertension gravidique en bleu ou après une prééclampsie en bleu foncé, et notamment pour deux événements qui ressortent beaucoup, que sont l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale chronique, où on a 0,5% de femmes après une prééclampsie dans les 10 ans qui développent une maladie rénale chronique. C'est tout de même une femme sur 200. Alors, vous voyez ici les hazard ratios de chacun de ces événements. À chaque fois, pour chaque flèche, vous avez en haut le risque relatif qui est associé à l'hypertension gravidique, HG, et à la prééclampsie. Et on voit que les femmes qui ont eu une prééclampsie ont 2 fois plus de risques au cours du suivi de faire une embolie pulmonaire, 3 fois plus de risques de faire un AVC, un syndrome coronarien aigu ou une AOMI, et presque 8 fois plus de risques de développer une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque. Et on arrive même à mettre en évidence un surrisque de décès toute cause, avec un facteur 1,3 après une hypertension gravidique et 1,8 après une prééclampsie. Je vous montre ici des modèles qui s'intéressent à la sévérité de la prééclampsie, à sa précocité, à son association avec un petit poids pour l'âge gestationnel, SGA, ou à son association avec une hypertension chronique. Et donc, à chaque fois, en bleu, par exemple, si on prend sévérité, vous avez le hasard ratio de développer, par exemple, un AVC quand on a eu une prééclampsie modérée en bleu et sévère en vert, et avec le même code couleur pour chacun des graphiques. Et l'on voit que lorsque la prééclampsie, pardon, était sévère ou précoce, on a plus de risques en tout cas pour la sévérité d'avoir un AVC hémorragique par rapport à une prééclampsie modérée, beaucoup plus de risques de maladie, pardon, d'insuffisance cardiaque. Idem pour la prééclampsie précoce et pour la prééclampsie associée à une hypertension artérielle, tout à droite. Et pour ce qui est de la maladie rénale chronique, vous voyez que là aussi, on a un gradient très important avec beaucoup plus de risques de développer une maladie rénale chronique lorsque la prééclampsie était sévère, précoce, associée à un petit poids pour la gestationnelle ou associée à une hypertension artérielle. Et dernier résultat que je souhaite vous montrer, qui a été évoqué dans la présentation précédente, alors qu'on a publié sous forme de lettre, c'est un résultat concernant les démences. Alors bien sûr, malgré la puissance du SNDS et l'exhaustivité sur toute la population française, on parle de démence précoce, c'est-à-dire d'un événement extrêmement rare chez les femmes jeunes. Et donc, malgré toute notre puissance, on a identifié uniquement 128 cas de démence précoce, et on a pu mettre en évidence tout de même que les femmes, après une prééclampsie, avaient que ce soit en brut ou en ajusté, 2,7 fois plus de risque de développer une démence précoce. Alors bien sûr, c'est un résultat à prendre avec précaution parce qu'on n'avait que 9 démences précoces dans cette population. Donc voilà, ça reste un résultat à prendre avec précaution, mais comme il y a beaucoup de signaux dans la littérature qui remontent avec beaucoup d'autres études qui commencent à mettre en évidence cette association et une plausibilité biologique qui a été évoquée notamment dans la présentation précédente et celle de Vassilis, voilà, c'est un élément à prendre en compte. Et donc en discussion, je commence par présenter les limites. Comme je vous le disais en introduction, il n'y a pas de données cliniques dans le SNDS. On n'a pas de chiffre tensionnel, de poids, de données d'examen clinique. Donc tout repose sur le codage hospitalier qui peut avoir ses limites.
On sait par exemple que l'obésité va très mal remonter, le tabagisme également, on l'identifie, mais avec un algorithme qui est très imparfait. Donc, il peut y avoir un sous-ajustement. Et selon les événements qu'on identifie, on peut également manquer certains événements. Par exemple, les AVC ou les infarctus, on sait qu'on va être très bon dans l'identification, de même pour la prééclampsie. Par contre, pour les troubles du rythme cardiaque, par exemple, où c'est pas pris c'est en charge en hospitalier avant d'avoir des troubles sévères, on sait qu'on va être beaucoup moins bon. Sur l'inclusion des femmes, il faut noter également qu'on est au régime général, c'est-à-dire qu'on manque toutes les femmes agricultrices, par exemple, ou les femmes au régime des salariés indépendants, indépendantes en l'occurrence, dont on sait qu'elles ont des indicateurs de santé dégradés. On a également une identification des expositions qui peuvent être lacunaires. Par exemple, pour l'hypertension gravidique, qu'on identifiait, je ne l'ai pas dit, soit via le codage hospitalier, soit via les achats d'antihypertenseurs pendant la grossesse, ou après pour l'hypertension artérielle chronique, par le fait d'avoir au moins 3 achats d'antihypertenseurs, eh bien, déjà, il y a des hypertensions non connues ou non traitées, où le traitement n'est pas pris. Et en plus, quand on identifie des antihypertenseurs, il y a d'autres indications de prise d'antihypertenseurs, comme par exemple les migraines. Voilà pour les limites. Et en conclusion, au vu de tous ces résultats et du lien qui est maintenant bien établi entre les désordres hypertensifs de la grossesse et les maladies cardiovasculaires, il est très important tout d'abord de mieux former les professionnels de santé, car beaucoup d'entre eux, et je me compte dans le lot avant d'avoir fait ces travaux, n'étaient pas au courant du lien entre ces désordres et les maladies cardiovasculaires. Donc il faut mieux diffuser les recommandations. Il y a des nouvelles recommandations de la SFHTA et du CNGOF avec la HAS qui sont en train d'être réalisées. Et il faut aussi améliorer la coordination ville-hôpital, car souvent le diagnostic n'est pas connu, n'est pas transféré à la médecine de ville, et donc c'est quelque chose qui est finalement négligé. Et pour les femmes, et ça c'est ce que j'essaye de faire dans ce projet européen dont je vous ai parlé, il faut absolument mieux les informer de leurs risques cardiovasculaires, leur proposer un bilan personnalisé, un meilleur suivi, les former par exemple à l'automesure tensionnelle, leur proposer des mesures hygiéno-diététiques. C'est des femmes qui ont un risque cardiovasculaire important, donc c'est le thème de ce séminaire. Il faut profiter de la grossesse et du postpartum comme d'une fenêtre d'opportunité pour améliorer leur mode de vie et également leur parler de la possibilité d'une prévention par aspirine lors des grossesses ultérieures. Voilà. Et quand il y a une HTA chronique, ne pas oublier la consultation préconceptionnelle et d'adapter le traitement, puisque vous savez qu'il y a des antihypertenseurs, tous les bloqueurs du système rénine-angiotensine qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Voilà. Et donc, je finirai en disant que tous ces travaux appellent des nouvelles études. Nous, on a fait quelques travaux sur la médiation qu'on va bientôt publier. Et bien sûr, il faut encore des travaux sur le fondamental, comme on vient de nous le présenter avant, et maintenant sur l'interventionnel pour diminuer le risque cardiovasculaire chez ces femmes. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai mis les références si certains veulent la présentation et je serai ravi de répondre à vos questions.